Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast La vie qu'on mène. On est très heureux de vous retrouver. Un épisode plutôt spécial puisque ça va être un débat aujourd'hui animé par le club Socioniris et plus particulièrement par Clara et Sarah qui sont étudiantes vétérinaires et responsables du pôle débat de Socioniris. Donc je vous laisse la parole, à vous la parole et de quoi parle le débat aujourd'hui. Merci Charlotte, bienvenue à tous. Donc le thème du jour c'est le rachat massif des cliniques vétérinaires par de grands groupes d'investissement. C'est un sujet d'actualité qui est ancré dans le décor du monde vétérinaire en ce moment et du coup ça nous concerne tous en tant que futurs diplômés. Et donc l'objectif de cet échange est d'éclairer ce nouveau mode de gestion et d'ouvrir des pistes de réflexion afin d'apporter quelques clés pour que chacun puisse se créer son propre avis. Donc pour l'occasion, nous accueillons le docteur vétérinaire Alexandre Louis, sorti en 1996 de l'école vétérinaire de Nantes, et Lucas Darmancourt, donc tout juste sorti de l'école, bientôt docteur. Donc tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter tous les deux. On peut commencer par Lucas, si tu veux. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup les filles de nous inviter, merci Alexandre de venir aussi pour discuter avec moi. Moi je suis étudiant vétérinaire, donc bientôt, je soutiens bientôt ma thèse et je suis la promotion de 2022 à Oniris et je me destine essentiellement à un exercice mixte avec une petite de mes préférences pour la bovine et la rurale. Alexandre, moi donc je suis diplômé, comme tu le disais, alors ça s'appelait encore l'école vétérinaire de Nantes à cette époque-là, en 1996, et je suis vétérinaire praticien en clinique canine à Saint-Nazaire, installé depuis 21 ans, donc depuis 2001 à Saint-Nazaire, et on exerce avec 4 autres confrères, donc on est 5 vétérinaires, 6 ASV, canine exclusive. Ok, très bien. Donc avant de commencer ce débat, je vais juste rappeler quelques règles d'usage et de bienséance. Donc déjà cet échange se veut équilibré, donc avec Sarah on va être les maîtres du temps et on va compter le temps de parole de chacun. Et il se veut aussi bienveillant, donc dans le respect de la parole de l'autre, en excluant évidemment toute forme d'agressivité, d'attaque personnelle qui sortirait du cadre pédagogique. On peut démarrer. On tenait aussi à poser le décor du jour et clarifier le sujet pour bien placer le contexte. Alors pourquoi aujourd'hui on parle de rachat de cliniques par des grands groupes ? En général, une clinique vétérinaire appartient à un ou des vétérinaires associés qui y travaillent. Parfois, certaines cliniques se regroupent et mutualisent certains services, comme par exemple le recrutement, des achats ou la comptabilité pour optimiser le fonctionnement de chaque clinique du réseau. Et cela permet aussi aux vétérinaires de mieux se focaliser sur leur pratique du métier. Donc il existe des groupements de cliniques, mais qui appartiennent à 100% à des vétérinaires. Aujourd'hui, on voit de plus en plus apparaître dans le paysage de la profession des réseaux de cliniques comme IVC Evidensia ou Anicura, rachetés par des groupes d'investissement non vétérinaires. Et ce n'est pas un petit phénomène, puisque pour prendre le cas de IVC Evidensia, ce groupe possède près de 2300 cliniques et hôpitaux dans 19 pays du monde. Le groupe IVC Evidensia résulte de l'association de 2 réseaux de cliniques détenus par des vétérinaires, IVC pour Independent Vet Care, créé en 2011 en Angleterre, et Evidensia, créé en Suède en 2012. Ces 2 réseaux se sont associés en 2017 et constituaient jusque-là un réseau de cliniques international et détenu par des vétérinaires. Ce qui peut faire polémique, c'est que des géants de l'agroalimentaire qui fabriquent des aliments pour chiens et chats ont racheté des parts de ces groupements. En 2019, Nestlé Purina Vetcare devient actionnaire d'IVC Evidensia, je cite, dans le but d'offrir des solutions novatrices en matière de nutrition. Et on observe un phénomène similaire avec la société américaine Mars Incorporated, qui en plus de posséder des marques comme Twix ou M&M's, détient des marques de nourriture pour animaux de compagnie comme Royal Canin ou Pédigré et a racheté en 2018 des parts d'Anicura. Maintenant qu'on a posé le cadre de cette actualité, on aimerait ouvrir ce débat sur une question assez ouverte qui vous concerne tous les deux. Quelle est votre opinion à chacun, votre opinion personnelle et professionnelle par rapport à ce sujet ? Alors, mon opinion, moi je viens ici essentiellement pour apporter mon expérience
du travail au sein d'un réseau vétérinaire. Ça, je peux en parler puisque c'est mon quotidien. Chaque jour, c'est ce que je fais depuis maintenant 2 ans. Je dirais que c'est certainement un petit peu différent de mon opinion sur le rachat des cliniques vétérinaires. Moi, je travaille au sein d'un réseau, d'un groupe de cliniques vétérinaires. C'est comme ça qu'on travaille au jour le jour. Et je dirais que c'est une question un petit peu différente, effectivement, du rachat ou de la composition de l'actionnariat de ce groupe en particulier, puisque c'est celui que je connais, IVC Evidensia. C'est sûr que au jour le jour, moi, ça ne me pose aucun problème que Nestlé possède une certaine partie, est actionnaire du groupe IVC Evidensia. Je crois que c'est à hauteur de 20%, donc ils sont loin d'être majoritaires en tant qu'actionnaires d'IVC Evidensia. Et cet actionnariat, je dirais que pour moi, vétérinaire à Saint-Nazaire, c'est assez abstrait que Nestlé détienne 20% des parts d'IVC Evidensia, qui détient une société qui détient éventuellement ma clinique. Je dirais que pour moi, au jour le jour, et c'est de ça que je suis capable de parler, ça n'impacte pas mon travail. Et donc, ça ne me pose pas de problème dans ma pratique quotidienne ou dans ma vie quotidienne de vétérinaire. D'accord, ok. Et Lucas ? Moi du coup rapidement pour dire un petit peu d'où je parle, parce que je n'ai pas d'attachement à une clinique ou autre pour l'instant, parce que je ne suis pas encore rentré dans le vif du sujet comme Alexandre. Je suis assez remonté contre les corporates et je suis à ce titre adhérent étudiant à un syndicat qui s'appelle le CEVIF, qui est le syndicat des structures et établissements vétérinaires indépendants de France. Mais j'ai aucune responsabilité en son sein et je ne parle pas du tout en son nom aujourd'hui. Voilà, mais c'est pour dire un petit peu, poser le contexte et dire que je suis assez opposé à cette introduction finalement d'actionnaires non vétérinaires dans nos cliniques en France et qui se développe de plus en plus ces dernières années, vous l'avez très bien rappelé. J'y vois un danger parce que c'est vrai, vous avez évoqué la question de l'actionnariat de Nestlé qui est effectivement à hauteur de 20% à l'heure actuelle chez IVC Evidensia, parce que de mon point de vue, et c'est je crois aussi le point de vue de l'ordre, ça pose une question de conflit d'intérêts finalement, et si ce conflit d'intérêts, c'est ce que semble dire Alexandre, ne l'impacte pas dans sa pratique et n'est pas tangible pour l'instant, je pense que ça pose aussi, et je crois que c'est peut-être une des raisons qui pousse l'ordre à être aussi strict dans le respect de ce qu'il juge être la loi, c'est l'idée que ça peut aussi ternir un petit peu l'image de la profession finalement, que le commun des mortels apprenne que les gens qui détiennent la clinique de son vétérinaire sont aussi vendeurs de croquettes par ailleurs. Et après, même si Nestlé est actionnaire qu'à hauteur de 20%, se pose selon moi aussi le problème de la présence de fonds de pension ou autres dans les cliniques vétérinaires, qui je pense peuvent être là pour un petit peu des questions de rentabilité et d'argent, entre guillemets. Je ne sais pas quel impact, je pense que l'impact peut être négatif sur la profession à moyen terme et à long terme, parce que si cette rentabilité n'est pas au rendez-vous, ou pour qu'elle soit au rendez-vous, je ne sais pas qu'est-ce qui peut advenir de ces cliniques. Pour toi, Alexandre, tu ne te considères pas manquant d'indépendance dans l'exercice de ta profession, comme tu nous l'as dit? Alors non, effectivement, je pense qu'il faut vraiment bien comprendre comment nous on travaille au jour le jour. Aujourd'hui, nous on est dans notre clinique avec mon ex-associé qui est mon co-directeur de clinique maintenant et nos salariés, et c'est nous qui sommes en face des clients. Donc quand nous on reçoit un client, on ne reçoit pas le client en se disant attention, combien aujourd'hui je dois faire de chiffre d'affaires, d'examens complémentaires, vendre telle marque de croquettes ou tant de médicaments pour arriver à un objectif que je me serais fixé ou que quelqu'un d'autre m'aurait fixé. Aujourd'hui, l'exercice du métier de vétérinaire, il est régi par des choses qui sont beaucoup plus terre à terre pour nous, pour moi en tout cas, pour nous au sein de la clinique. C'est des choses dont vous avez peut-être déjà entendu parler, ou vous entendrez parler de ça très rapidement. C'est des choses telles que le consentement éclairé, c'est des choses telles que la médecine basée sur les preuves, c'est des choses telles que les capacités financières de nos clients, c'est des choses telles que notre conception de la médecine vétérinaire, c'est des choses telles que
ce que le client a tapé sur Internet, sur Dr Google, et ce qu'il arrive avec quel diagnostic. C'est des choses telles que ce que votre confrère lui a dit à 500 mètres de chez vous, ce que l'éleveur lui a dit, ce que le vendeur de l'animalerie lui a dit. Donc aujourd'hui, je ne fais pas mon métier en pensant que Nestlé ou je ne sais pas quel fonds de pension va me dire vous n'avez pas facturé assez, vous n'avez pas fait tel examen complémentaire. Aujourd'hui, je fais mon diagnostic, j'essaye de faire mon diagnostic plus exactement, j'essaye de l'expliquer au client, j'essaye de m'adapter à ses moyens, à ce qu'il souhaite faire. Et une fois que j'ai fait tout ça, globalement, j'ai pas beaucoup d'options parce que finalement, quand j'ai mélangé tous ces facteurs, le traitement, la prescription, elle s'impose à moi. Vous me croirez si vous voulez, je n'ai jamais personne qui m'a appelé ou conseillé de faire tel examen complémentaire ou vendre tel produit. Et c'est comme ça qu'on fonctionne au jour le jour. Et j'ai la faiblesse de croire qu'on continuera comme ça, puisque tant que c'est nous qui sommes en face des gens, je ne suis pas persuadé qu'on puisse nous imposer quoi que ce soit, en fait. Puisque la médecine vétérinaire, la médecine en général, la médecine vétérinaire, c'est un rapport avec le propriétaire du chien, et c'est le propriétaire du chien qui prend en charge les soins, qui paye intégralement les soins. Donc on ne peut pas faire des choses contre sa volonté, et là pour le coup c'est ordinairement répréhensible, bien évidemment. Est-ce que tu veux rebondir sur ce que vient de dire Alexandre Éventuellement, je veux bien, oui, peut-être pas sur toutes les choses qui me viennent à l'esprit, mais Alexandre évoquait la capacité financière des clients, et c'est vrai que l'idée que je me fais d'un groupe d'investissement qui vient un peu un fonds de pension américain comme Silver Lake qui investit dans IVC Evidensia, sauf erreur de ma part, mais je crois que c'est ça, c'est qu'il va y avoir une recherche de rentabilité, et elle peut se faire sur 3 grands champs selon moi. Le premier, ça va être l'économie d'échelle, c'est-à-dire le principe de tout réseau, groupement, c'est de se dire on regroupe, on mutualise tout un tas de capacités, de ressources humaines, de développement, de structuration, de formation, que sais-je, et de capacités d'achat au niveau des groupes d'intérêt économique pour acheter du médicament et négocier des remises de fin d'année, etc. Donc toutes ces choses-là permettent de faire des économies à l'ensemble du groupe, et donc finalement celui qui investit dans le groupe va tirer bénéfice de ça sans amputer le salaire des vétérinaires ou sans toucher aux tarifs. Et après, le deuxième niveau, ça peut être une hausse des tarifs, et c'est un peu ça que je pensais en entendant Alexandre parler de la capacité financière des clients. C'est est-ce que tu as déjà constaté, Alexandre, une augmentation des tarifs, comment vous vous positionnez par rapport à ça, et qu'est-ce que dit le groupe de ce que sera l'avenir à ce sujet? C'était ma question. Voilà, sur ce point. Alors, effectivement, on constate une augmentation des tarifs, forcément, mais qui, à mon avis, là, ces derniers mois, je pense que les tarifs augmentent, vous avez dû le constater, pour tout. Je pense qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. Là, il y a des charges qui nous obligent à augmenter les tarifs. Je pense que le préambule, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une clinique vétérinaire, c'était une entreprise avant qu'elle soit rachetée par un groupe. C'est-à-dire que moi, avant d'avoir rejoint un groupe, j'étais indépendant enfin, on était propriétaire de notre clinique donc c'était en 2020, donc pendant 19 ans, c'était déjà une entreprise. Donc il y avait déjà une notion de rentabilité. Parce qu'une entreprise qui perd de l'argent est amenée à fermer. Donc il y a depuis toujours chez les vétérinaires, évidemment, on est obligé d'être rentable pour pouvoir payer nos salaires, pour pouvoir vivre de ce qu'on fait, parce que c'est notre métier. D'accord ? Ensuite, les tarifs qui sont pratiqués dans les cliniques vétérinaires, ils proviennent de tout un tas de choses. Ils proviennent des charges de la clinique vétérinaire, ils proviennent du contexte concurrentiel, ils proviennent de l'équipement de la clinique, de la technicité de la clinique, de tout un tas de choses. Nous, ce qu'on constate, et vous le constaterez dès que vous rentrerez dans le monde professionnel, c'est que pour un acte identique, prenons la castration du chat, l'acte de base de toute clinique vétérinaire, le prix, il peut être du simple, peut-être pas au double, mais au moins à 1,5 fois, dans un même groupe géographique, et encore plus dans toute la France. Qu'est-ce qui explique ces disparités? Eh bien, les coûts de fonctionnement d'une clinique, le choix du vétérinaire,
ses coûts de fonctionnement, sa spécialisation, son matériel, etc. etc. Donc, dans une certaine mesure, les tarifs nous sont imposés par des considérations purement économiques, hein, bien avant, effectivement, et potentiellement d'être imposés par un groupe. D'accord ? Alors, effectivement, là où avant, et nous, on faisait comme ça, on augmentait un petit peu nos tarifs, ou on ne les augmentait pas, ou on les augmentait au doigt mouillé, voilà, plus ceci, plus cela. Aujourd'hui, l'avantage du groupe, et on en rediscutera peut-être plus tard, c'est que le groupe amène une vraie expertise et une vraie connaissance sur des choses sur lesquelles nous, on n'était pas formés. On parlera de plein de sujets de ce type-là, mais je ne sais pas si vous, actuellement, à Oniris, vous avez ce type de formation, mais en 92-96, on avait 0 formation économique, c'est-à-dire qu'on sortait en 96, potentiellement pour s'installer, et on n'avait aucune idée de ce que c'était un fonctionnement économique, comment on faisait un tarif, comment on calculait le coût d'un acte, tout ce genre de choses. Et pendant 19 ans, on a géré notre clinique un petit peu comme ça. Et c'est vrai que le groupe nous amène une vraie expertise là-dedans. Combien vous coûte un acte ? Combien vos confrères sont amenés à le facturer ? Quel est votre environnement concurrentiel ? Et ensuite, ça nous permet, nous, de décider d'une augmentation, d'absence d'augmentation, d'une diminution du prix, d'un ajustement du prix, on va plutôt dire. Mais voilà où ça joue. Et encore une fois, je le redis, dans la mesure où c'est nous qui sommes en face du client, c'est nous qui sommes responsables du prix. Il faut bien se mettre en tête que c'est nous qui sommes en face du client et c'est nous qui sommes responsables de tout vis-à-vis du client. Donc le jour où quelqu'un me dit que ma castration de chat, elle n'est plus à 54 €, elle est à 108 €, moi je ne pourrais pas le faire parce que je ne pourrais pas le dire au client. Donc à partir du moment où c'est nous qui présentons cela au client, il faut qu'on soit à l'aise avec nos prix. Donc personne ne nous impose ces prix. On nous donne des informations économiques et ensuite nous décidons de nos tarifs. D'accord, ok. Peut-être qu'avant d'aborder les avantages que tu peux rencontrer dans une telle clinique, Lucas, tu veux peut-être répondre à ça ? Oui, après rapidement, parce que je pense qu'on a déjà posé un peu le cadre, mais c'est vrai qu'effectivement la question de la rentabilité se posait avant les groupes, ça c'est indéniable, Alexandre a complètement raison, et c'est toujours une ambiguïté, quelque chose à gérer je pense dans notre exercice, et tu le sais mieux que moi, qui n'est pas évident au quotidien, surtout avec l'affect qui se développe au sujet des animaux de compagnie. Mais moi voilà, ma crainte c'est que y a quelqu'un en plus dans l'équation qui lui n'est, même si Alexandre est en face du client dans la clinique comme il le dit à juste titre, c'est qu'il y a quelqu'un qui lui n'est pas en face du client, ne le sera probablement jamais, n'est pas vétérinaire en plus dans beaucoup de cas, et il va se poser la question de la rentabilité de manière très brutale entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, mais de manière extrêmement mathématique finalement, un petit peu désincarnée. Et moi ma crainte c'est que pour l'instant ils sont dans une phase de séduction, de rachat, de conquête un petit peu d'un marché, ils cherchent, si je peux parler un peu trivialement, ils se tirent la bourre entre groupes aussi pour conquérir le plus de cliniques, etc. Et s'attacher les services de plus possible de vétérinaires et de bonnes structures. Et à ce titre-là, ils ne vont pas contraindre le vétérinaire tout de suite. Moi, ma crainte, c'est que dans 10, 15, 20 ans, il y ait cette contrainte qui s'applique. Après, on pourra me dire que le vétérinaire aura toujours une certaine force, parce qu'actuellement, c'est très dur de recruter et autres. Mais je fais partie des gens qui font un peu sourire, mais qui sont persuadés que, et je ne suis quand même pas le seul, j'ai eu l'occasion de le constater récemment, qui sont persuadés qu'à l'horizon de 10, 15, 20 ans, il y aura trop de vétérinaires en France, peut-être, en tout cas suffisamment pour que le rapport de force soit pas le même avec ces groupes qui seront des employeurs dans certains secteurs complètement majoritaires en situation de monopole ou d'oligopole avec quelques autres grands groupes. C'est déjà le cas chez moi, il n'y a plus qu'une clinique qui fait de la mixte qui est indépendante. Donc si on veut travailler en tant que véto mixte, il faut travailler chez eux, et sinon peut-être dans 15 ans, il n'y aura que des groupes. Donc je pense que le rapport de force peut évoluer dans le futur, et c'est un peu ça qui me fait peur. D'accord, c'est pas vraiment ce qui se passe actuellement, c'est plutôt parce que c'est vraiment en train de se mettre en place, et t'as peur de voir comment ça va évoluer au final. Oui, c'est ça complètement, parce que je crois parfaitement à Alexandre quand il me dit qu'il est indépendant, je ne doute pas de son attachement à ces principes-là, etc. Et je pense juste que c'est des choses qui peuvent se mettre en place à bas bruit,
Et petit à petit, peut-être pas Alexandre, mais les gens qui suivront dans sa clinique, ou Alexandre sur sa fin de carrière, j'aurais peur qu'il y ait ce glissement où on lui dit écoute, le tarif il augmente et même si tu n'es pas à l'aise avec le client, c'est comme ça. Mais tu ne penses pas que l'ordre ou même la législation pourrait potentiellement limiter ça ? Du coup, le souci vis-à-vis de ça, c'est que j'étais déjà un petit peu en doute, pour rien cacher, dès qu'on m'a dit on peut avoir des actionnaires non vétérinaires à hauteur de 49% parce que c'est l'esprit de la loi actuellement, du 241-17 du Code rural et de la pêche maritime, pour être précis, si vous voulez aller le lire. On va y avoir à faire. C'est que il y a des gens qui donc viennent investir dans les cliniques et actuellement ce garde-fou-là finalement il n'est pas vraiment respecté, c'est ce que dit l'ordre en tout cas, dans les mises en cause qu'il peut avoir à l'égard de cliniques, Evidensia, Anicura ou Monveto je crois, mais je connais moins ce sujet-là. Et donc c'est de dire que ce garde-fou-là actuellement il n'est pas respecté. S'il vient à sauter ou à continuer à être un peu dans ce flou artistique, je vois mal comment on pourrait prévenir par les textes actuels ce genre de dérive, parce que c'est pas dans les textes, quoi. Et tu ne penses pas que, comme je disais tout à l'heure, la notion de consentement éclairé et la notion du fait que le propriétaire soit le payeur unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organisme, les assurances ont tendance plutôt à essayer de limiter les frais vétérinaires qu'à les payer, donc le le propriétaire du chien sera toujours le payeur unique. Ça a toujours été l'ambiguïté, je pense, de la médecine vétérinaire, c'est que on se prend pour des médecins, mais on travaille comme des commerçants. Oui, donc, et on est vu comme des commerçants. Content qu'un jeune vétérinaire l'ait déjà découvert. Et que, comme du coup, toute activité professionnelle commerciale, il y ait une notion d'équilibre entre l'offre et les possibilités du client. C'est-à-dire qu'un jour, si jamais on se décidait, groupe ou pas groupe d'ailleurs, à augmenter nos tarifs, il y a tout simplement, à un moment donné, les clients, ils nous disent stop, quoi, en fait. Et que ce soit un facteur d'équilibre des choses. Et je vais même aller au-delà de ça. Moi, j'ai eu l'occasion, effectivement, il y a longtemps, de faire un voyage aux États-Unis où les réseaux sont implantés depuis longtemps et où il y a même deux types de réseaux, c'est-à-dire des réseaux normaux, de cliniques normales, et des réseaux low cost, qui se positionnent sur des soins à bas coût, en fait. C'est-à-dire, on rat des pâquerettes, où on cherche à faire du chiffre, où on gagne certainement de l'argent sur autre chose, mais là, pour le coût est baissé au minimum. Est-ce que c'est un gage de qualité des soins? Est-ce que c'est un gage de bons soins pour les animaux? C'est compliqué de prendre le coût et le tarif comme unique moyen de juger de la qualité des soins ou de la qualité du travail qu'on peut effectuer. Je voudrais rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure, Lucas, à propos des radiations du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, qui a confirmé à plusieurs reprises la radiation de cliniques pour motif de conflit d'intérêts. En 2020, par exemple, 3 établissements, à la Madeleine, à La Rochelle et à Strasbourg, qui ont été radiés par leurs conseils régionaux respectifs de l'ordre des vétérinaires. C'est le groupe Anicura, après avoir rejoint exactement le groupe Anicura. Et il y en a eu d'autres aussi depuis. Moi, j'aimerais bien connaître ta réaction vis-à-vis de ces radiations, justement. Ouais. Alors, mon avis, il est simple. Je ne pourrais pas, et je n'ai pas la capacité de me prononcer sur le fond du débat, parce que je n'ai pas les connaissances juridiques pour me prononcer là-dessus. Je me prononcerai plutôt sur la forme, en tant que vétérinaire et adhérent à l'ordre et payant ma cotisation depuis 21 ans. La cotisation du montant année après année. Je dirais que, radier et attaquer, alors je crois que c'est 480 vétérinaires en France qui sont sous le coup d'une procédure ordinaire qui encourt la radiation. C'est pas quelque chose qui va nous arranger. Vu la pénurie de main-d'œuvre dans le marché vétérinaire et le surmenage des vétérinaires. Donc, disons que ma conclusion, c'est que j'aurais aimé que l'ordre fasse les choses différemment. C'est-à-dire que pose le problème qu'il n'accepte pas le mode de fonctionnement des groupes, l'actionnariat des groupes ou ce genre de choses, en discute directement avec les gens concernés
Et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que les gens concernés, ce n'est pas les vétérinaires comme moi ou comme mes confrères qui sont sous le coup d'une radiation, ce sont les responsables de la profession, les responsables des groupes, et j'aurais trouvé plus confraternel que effectivement l'ordre pose le problème de manière ouverte et certainement préviennent les vétérinaires qui souhaitent rejoindre un réseau que, attention, ils ne sont peut-être pas dans les clous et entament des discussions avant de prononcer des radiations, parce qu'il me semble que les affaires montent haut, hein, les conseils régionaux, les conseils nationaux, maintenant c'est le Conseil d'État, potentiellement la Communauté européenne, donc c'est quand même des questions juridiques d'un niveau bien supérieur à ce que nous on peut trancher. Donc je pense que s'il y avait eu une discussion à ce niveau-là, avant de prononcer la radiation du vétérinaire dans sa clinique au milieu de la France, j'aurais préféré. Ok. Et Lucas, est-ce que tu veux... Juste je vais rebondir sur deux, trois choses, ouais. Mais déjà je peux rebondir sur ce qu'Alexandre a dit à la fin, c'est pas des radiations, enfin, il y a des exceptions, c'est pas des radiations de vétérinaires en général, c'est des radiations de structures, c'est-à-dire c'est une remise en cause de leur structuration administrative et financière, par rapport à l'article que je citais tout à l'heure, qui dit que les vétérinaires doivent détenir 51% du capital, exercer effectivement dans la structure, et qu'il y a un certain nombre d'actionnaires qui sont réputés interdits parce qu'ils sont soit dans l'amont, soit dans l'aval de la chaîne de soins vétérinaires, c'est-à-dire groupe pharmaceutique, c'est pas le cas pour l'instant, fabricants d'aliments, ça c'est le cas avec Nestlé Evidensia ou Anicura Mars, et entre autres, hein, c'est pas les seuls. Et il y a également la question, après, des personnes dans l'aval, c'est que la possibilité qu'un jour, des groupements de producteurs, des gros élevages, s'achètent, entre guillemets, une clinique vétérinaire. Ça n'a pas advenu pour l'instant. Mais c'est le même garde-fou législatif, et en l'occurrence, Anicura, Evidensia, VetPartners aussi, dans une certaine mesure, sont peut-être, d'après l'ordre, c'est ce qu'il a l'air de dire, après je n'ai pas la connaissance de tous les dossiers, il y a le secret des affaires là-dessus, etc., donc on ne peut pas savoir tout, mais en tout cas, l'ordre semble les pointer du doigt à ce titre-là, pas pour tous les motifs tous, c'est des motifs différents selon les cas, et je pense quand même que la législation l'esprit en tout cas de la loi était assez clair à ce sujet. Je entends parfaitement qu'Alexandre n'était pas forcément porté sur ces questions-là. Et effectivement, c'est de la responsabilité des groupes qui rachètent les cliniques d'être dans les clous au niveau de la législation. Je pense que pour autant, en tout cas pour ce qui est du président directeur général d'Evidensia par exemple, Patrick Govard, il semble dire qu'il y a un refus de dialogue de la part de l'ordre. C'est ce qu'on peut entendre ou lire entre les lignes de ces différents écrits. Je pense que c'est compliqué, comme le disait le président de l'ordre dans un article qui est paru récemment sur l'indépendance des vétérinaires. C'était la semaine vétérinaire 1853, je crois. Pour discuter de la loi, il faut quand même déjà être d'accord sur son contenu au préalable. Et les groupes sont dans une situation un peu bizarre où ils disent qu'en même temps, ils respectent la loi et qu'à ce titre-là, ils font un recours au niveau du Conseil d'État par rapport aux radiations qui sont prononcées contre eux. Et en même temps, ils admettent qu'il faudrait discuter du cadre législatif. Il y a des propositions de loi qui entrent à l'Assemblée, comme c'était le cas en début d'année, pour assouplir cette règle de la majorité aux vétérinaires à 51%. Donc je pense que la situation n'est pas tout à fait claire et peut-être que la méthode de l'ordre n'était pas la bonne. Mais je crois que par sa position, il ne pouvait pas anticiper le fait que les montages financiers n'allaient pas respecter la loi telle qu'il la lit en tout cas. Et je comprends le fait qu'à un moment, le couperet doit tomber. Et si Evidensia, Anicura font le choix de continuer à acheter, d'ailleurs Evidensia fait une pause et peut-être on pourra en parler après, pour ce que j'en sais, mais c'est aussi de leur responsabilité à un moment, et c'était le motif d'une de mes réactions à une tribune de Patrick Govard dans la semaine vétérinaire, où il laissait entendre que finalement l'ordre était responsable un petit peu d'une sensation de mal-être chez les vétérinaires, d'une peur des radiations, qui est compréhensible, mais quelque part on se demande pourquoi ils continuent, si la situation n'est pas claire, qu'ils se font radier des cliniques, pourquoi ils continuent d'en racheter. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a une volonté de pratiquer une politique du fait accompli, et qui, moi, me plaît pas du tout, et qui n'a pas l'air de plaire à l'ordre. Tu as l'air de penser aussi qu'il y aurait des évolutions dans la législation. Dans quel sens est-ce que tu penses que ça va aller ?
C'est-à-dire qu'il y en a qui vont advenir, c'est ça que tu veux savoir? Ouais, t'as dit qu'il y avait des propositions de loi qui étaient en cours. Oui, il y avait, alors c'est pas en cours, il y a eu un amendement en début d'année à l'Assemblée nationale qui visait à remettre en cause, il me semble, cette histoire de pourcentage autorisé d'actionnariat, enfin de détention des parts sociales dans les cliniques vétérinaires par des non-vétérinaires. Et donc cet amendement a été rejeté, parce qu'il y a le syndicat, le CEVIF notamment, qui a essayé de militer un petit peu contre ça. Alexandre, est-ce que tu as d'autres avantages à nous communiquer sur l'intérêt de travailler avec ces groupes? Enfin, ce groupe du coup, le TQ avec Evidensia. Oui, forcément. Comme ça ne nous est pas tombé dessus du jour au lendemain, on a un peu étudié la question, effectivement. Et c'est vrai que nous, on trouve un certain nombre d'avantages, beaucoup d'avantages. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est formé à être vétérinaire, à soigner des animaux, et on achète une clinique et on devient chef d'entreprise. Et ça, on n'est pas du tout formé. Et on n'est pas formé à toute la partie législative. La partie législative, c'est le social, les salariés, c'est la sécurité d'entreprise, c'est l'accessibilité des bâtiments, c'est la mise aux normes de l'électricité, c'est la RGPD, c'est la radioprotection. Et depuis alors déjà le cas avant, mais depuis que je me suis installé en 2001, toutes ces choses se sont empilées les unes aux autres, rendant notre vie de chef d'entreprise de plus en plus compliquée, d'un point de vue législatif. Et ça, c'est le premier avantage du groupe, c'est de mettre à notre disposition des professionnels pour faire les choses correctement, pour être dans le cadre de la loi. Parce que, en tant qu'associé d'une clinique, propriétaire d'une clinique, si vous ne faites pas les choses dans les règles, c'est vous qui êtes responsable. Votre contrat il n'est pas bien fait, quelqu'un se casse la figure dans votre escalier en arrivant chez vous, vous êtes responsable de tout. Donc le fait d'avoir effectivement des professionnels, juristes, spécialistes en droit social, spécialistes en accessibilité ou je ne sais quoi d'autre, permet quand même de faire les choses dans les règles et dans une certaine mesure de se décharger de cet aspect purement législatif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'appartenance à un groupe, c'est aussi appartenir à une communauté de vétérinaires et à une communauté d'assistantes vétérinaires pour nos assistantes vétérinaires. Donc c'est ouvrir la clinique, parce que vous le verrez, vous connaissez peut-être si vous avez déjà fait des stages, jusqu'à présent les cliniques c'était des petits mondes qui fonctionnaient entre eux. Les assistantes, elles connaissaient que leur clinique, elles ne savaient pas ce qui se faisait à côté, elles ne savaient pas ce que les autres faisaient, elles ne savaient pas ce qui était possible de faire ou ce genre de choses. Les vétérinaires, c'est un petit peu différent parce qu'il y avait les congrès ou ce genre de choses, mais appartenir à un groupe, ça ouvre énormément de possibilités, ça motive énormément les équipes, ça leur ouvre l'esprit, l'envie de faire des projets qui sont montés dans d'autres cliniques, ça les amène à discuter ensemble, donc ça ouvre énormément la clinique, ça remotive, ça remobilise énormément les cliniques. Alors parfois ça nous pose des problèmes, parce que vous avez des assistantes qui sont toujours en train de vous dire nous on pourrait faire ça, et pourquoi on ne fait pas ça, et eux ils le font, et pourquoi nous on ne le fait pas. Mais ça nous met des coups de pied aux fesses régulièrement pour ne pas rester dans notre petit monde. Ça nous permet de discuter de nos problèmes au quotidien également. Là j'étais mi-novembre à un séminaire donc, des directeurs de clinique d'Evidensia, où on a mis en commun nos problèmes de recrutement, nos problèmes médicaux, nos problèmes légaux, etc. Et donc ça permet quand même de se décharger un petit peu de tout ça. Ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, c'est l'aspect purement professionnel, de formation d'une part. Il y a énormément de formations qui sont proposées par les réseaux, parfois qui sont financées par les groupes. Donc là, j'ai une de mes assistantes qui vient de passer sa VAE. J'en ai une autre qui était assistante vétérinaire, qui est devenue coordinatrice, donc qui chapeaute, qui a eu une formation en management, etc. pour ça. Donc c'est très enrichissant pour les équipes d'un point de vue professionnel, de l'évolution professionnelle. Et donc voilà, cette espèce de dynamisation. La dernière chose, c'est les investissements matériels. Vous verrez, moi quand je suis arrivé en clinique, avoir un échographe dans une clinique, c'était le summum de l'équipement, c'était formidable. Aujourd'hui, scanner, IRM, analyseur, etc. Les groupes nous aident à faire des investissements qu'on ne pouvait
de moins en moins faire seul, parce que ça mettait en danger le fonctionnement de nos entreprises. Et au-delà, encore par rapport à cet aspect de professionnalisation, on a quelqu'un qui nous aide à savoir si cet investissement, il est faisable, il va nous apporter quelque chose, est-ce qu'il va être rentable, est-ce qu'il va être utile à la clinique. Et donc tout ça, c'est des avantages vraiment très appréciables et qui nous permet certainement aussi de nous recentrer un petit peu sur la pratique de la médecine vétérinaire et en cela aussi d'être plus indépendant parce qu'on est plus libre dans notre tête pour faire notre médecine comme on a envie de la faire. Plus de moyens financiers, matériels, plus d'émulation, de stimulation professionnelle. Ça, c'est indéniable, ça c'est clair. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Lucas, de ces avantages? Je ne suis pas en mesure de juger s'ils sont effectifs dans les cliniques, donc on est là pour écouter le témoignage d'Alexandre à ce titre-là. Voilà. Je ne peux pas dire si c'est effectif ou pas chez Evidensia. À la vue de ton opinion sur le sujet et de ce que tu reproches justement à ces grands groupes. Après, moi, là où je veux en venir, c'est que par contre, j'ai une vision peut-être un peu plus, je dirais, politique, si on veut utiliser des gros mots, et de l'extérieur, qui est de me dire, je crains certains désavantages des groupes. Quels sont les bénéfices, à supposer qu'ils sont réels donc, parce que je crois Alexandre, c'est effectivement indéniable, il y a des fonctions support qui sont développées, c'est ce qui est revendiqué, est-ce qu'elles sont performantes et autres, c'est pas à moi d'en juger, j'en ai pas la capacité, on aura sans doute ce retour-là dans quelques années. Mais il y a aussi d'autres systèmes d'organisation de la profession qui n'impliquent pas les actionnaires non vétérinaires, dont moi je conteste l'arrivée dans la profession, parce que, qui permettent tout ça finalement. Au final, tous les avantages que tu nous as cités, on pourrait, je suis désolée, je te coupe, on pourrait les avoir juste en associant des cliniques. Il n'y a pas forcément besoin que l'actionnaire soit Nestlé ou autre. Effectivement, dans l'idéal, on pourrait imaginer que plusieurs cliniques vétérinaires pourraient s'associer pour former un réseau tout en restant propriétaires à 100% de leur clinique. Alors ça c'est pareil. J'espère que ça va changer, et peut-être ça va changer, mais là je vais vous parler de quelque chose que moi je connais, avec la mentalité des vétérinaires que je connais depuis 20 ans. Nous les vétérinaires, on adore se regarder le nombril, et on adore penser que c'est nous les plus intelligents, nous dans notre clinique les plus intelligents, etc. Et quand on essaye de faire des choses ensemble, il y a souvent une arrière-pensée de se dire voilà, on va essayer de faire quelque chose ensemble, mais c'est moi qui le fais mieux et je vais pas tout donner parce que en plus c'est mon concurrent, il est à 2 km de chez moi, donc si je lui donne toutes les solutions qui sont bonnes pour moi, etc. Et donc nous on a essayé autour de notre clinique de mettre des choses en commun. La chose en commun que tout le monde fait, c'est le système de garde, le système d'astreinte. On avait imaginé à un moment donné créer une clinique qui ferait des astreintes, une structure d'astreinte, comme ça se fait, je crois, à Montpellier, Lyon, ce genre de choses. Voilà, on est parti dans les discussions. La première discussion, c'est où est-ce que ça allait se faire. Non, pas là, pas à Saint-Nazaire, parce que ce sera trop près de chez vous. Les gens, ils y retourneront, pas ceci, pas cela, etc. Et ça part dans des discussions qui sont des discussions de clocher, qui empêchent souvent les choses d'aboutir. Et c'est vrai que le groupe amène une efficacité tout de suite, en fait. C'est-à-dire que le groupe arrive avec son organisation, arrive avec ses fonctions support, et voilà, ça marche tout de suite, en fait. Et sans arrière-pensée, je pense aussi parce qu'on n'est plus propriétaire de notre petite clinique, on fait partie de ce groupe, et donc voilà. Moi j'ai une idée, le groupe il va aller mieux, j'en tirerai un autre bénéfice et je mets tout en commun, je mets tout sur la table et de toute façon, tant pis si je perds 2 clients parce que je le récupérerai ailleurs, dans mon bien-être, dans mon façon de travailler, ce genre de choses. Ok. Je pense que Lucas, tu peux continuer. Et du coup, pour continuer sur cet aspect, je pense vraiment que voilà, il y a quand même plein de réseaux. Donc c'est ça aussi ce qui me gêne un peu parfois dans la communication qui est faite, pas par Alexandre mais par d'autres, c'est de dire les réseaux c'est un petit peu l'alpha et l'oméga du futur et surtout ça concerne énormément de gens, mais il ne faut pas mélanger les réseaux et les groupes parce que pour moi certes les avantages qu'ils apportent peuvent être assez similaires, mais ma crainte par rapport à l'actionnariat non vétérinaire elle reste entière et elle est apportée que par une partie des réseaux, on l'a compris, qui sont
du type Evidensia Anicura, pour ne citer que, c'est un petit peu de l'acharnement d'ailleurs, mais il y en a d'autres, il faut le savoir. Et il y en a bien d'autres. Et il y a plein de structures intermédiaires de la profession qui permettent de formes d'associations, des réseaux comme le réseau Cristal qui est développé depuis très longtemps, fin des années 90 en rural, qui permettait de mettre déjà en commun plein de choses. On voit passer des annonces de recrutement avec une sorte de charte graphique du réseau Cristal. Il y a un GIE, le GIE VET Lycéo, qui organise quand même plein de choses à ma connaissance sur la formation, un congrès annuel qui parle d'un peu de tout, l'équilibre vie pro-vie perso, l'organisation et l'appel à certains organismes pour les fonctions support. Donc je pense qu'il y a quand même plein de choses qui existent et qui ne sont pas apportées de manière extrêmement originale par les groupes qui ont des actionnaires non vétérinaires. Donc voilà, ça c'était un peu le premier aspect. Et après sur la question des investissements matériels, je ne suis pas en mesure de juger de la force de frappe du groupe auquel appartient Alexandre par rapport à ce type de réseau de vétérinaires associés entre 5, 10, 15, 20 cliniques et qui n'auraient pas d'actionnaires non vétérinaires. Après c'est vrai qu'ils vont être en mesure peut-être d'apporter cette expertise sur est-ce que l'investissement est faisable, rentable. Mais moi je suis un petit peu attaché à cette vision, alors certains diront qu'elle est nostalgique, moi je pense qu'elle est assez essentielle quand même pour notre positionnement aussi en tant que professionnel de santé et pas seulement en tant que sorte de commerçant, c'est de pouvoir dire bah oui j'investis dans un endoscope parce que c'est quelque chose qui me plaît et effectivement c'est pas rentable en tant que tel, mais au global dans mon activité, dans l'activité de la clinique, c'est une plus-value que je vais valoriser, qui va me permettre de fidéliser des clients et puis moi qui va me rendre heureux dans mon exercice, et ça c'est quelque chose d'un petit peu impalpable, imperceptible pour des actionnaires ou des personnes qui vont être en charge de vérifier avec un tableur Excel si l'investissement est rentable ou pas. Donc c'est un petit peu en ça que je pense qu'il y a une fragilité quand même dans ces réseaux. Voilà. Je ne sais pas trop où on est né au niveau du temps de parole. T'as toujours un peu de retard. Si t'as quelque chose à dire, Du coup, j'ai sans doute oublié certaines choses. Mais voilà, je pense que cette expertise, elle peut être apportée aussi par des acteurs locaux, des cabinets d'avocats, des comptables qui, des fois, sont habitués à travailler avec un vétérinaire comme Alexandre depuis 15-20 ans. Et c'est pas très clair encore pour moi, et Alexandre pourra peut-être répondre à ça après, c'est de savoir dans quelle mesure l'intégration dans un groupe, et c'est sans doute différent selon les groupes, impose de renoncer finalement au partenariat avec ces acteurs qui peuvent être locaux, et ça participe aussi d'une forme de relocalisation un petit peu des activités, de se dire voilà, je travaille avec un comptable qui consomme local, qui va venir chez moi, etc. Un peu cet état d'esprit-là. Et le dernier aspect qu'évoquait Alexandre, c'était aussi la question des gardes et astreintes, qui pour le coup est assez différent, mais retourne à cette idée est toujours connecté à cette idée de mutualisation des efforts entre les structures. Et ça m'amène à penser au maillage et à la permanence et continuité des soins. Et je ne suis pas sûr que le modèle groupe permette de garantir un maillage robuste dans le futur. Parce que moi, en tant que futur vétérinaire rural, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, mais qui ne concerne pas que la rurale, d'ailleurs, c'est aussi très présent en canine. Et c'est cette gestion des astreintes, des gardes, etc. Et je pense que il y a une forme de fragilité à se reposer sur des groupes qui seront des mastodontes finalement, très probablement, parce que là on parle beaucoup d'IVC, d'Evidensia, d'Anicura, de Monveto, il y a aussi Argos, il y a plein de groupes, mais ils ne sont pas si nombreux que ça, et au fur et à mesure ça va tendre vers des rachats, des fusions, et une forme de monopole ou oligopole, pour utiliser des grands mots, donc c'est quelques grands groupes qui se partagent un petit peu le gâteau. Et on nous promet que ces groupes représenteront 50% du marché et puis en face 50% d'indépendants, parce que c'est un petit peu ce qui se passe dans les autres pays qui ont 10-15 ans d'avance sur nous. Et je pense que ça, reposer notre maillage territorial sur des gros groupes, ça le fragilise parce que c'est des groupes qui ont cette puissance de frappe, cette organisation sans doute et qui va peut-être être amenée à s'améliorer. Ils ne sont pas les seuls à l'avoir. Et par contre, ils ont cette fragilité de l'actionnariat qui peut être un actionnaire unique, un grand groupe, et si la conjoncture économique est mauvaise, etc., le groupe peut s'effondrer, pas du jour au lendemain, mais presque, et comme on le voit dans d'autres grands groupes qui n'ont rien à voir avec la médecine vétérinaire, du jour au lendemain, on se retrouve avec 2000 licenciements, 3000 licenciements, et des zones entières complètement dépourvues de vétérinaires, où on est incapable d'assurer la PCS, etc. Donc c'est un petit peu, j'ai peur que ça devienne des colosses au pied d'argile, et qu'il y ait une forme de fragilisation de ce maillage auquel je suis très attaché, parce que je pense que c'est vraiment
encore, même si on a un petit peu ce côté commerçant, une des grosses plus-values qu'on a pour la santé animale et humaine, ce rôle de vétérinaire sanitaire, cet attachement finalement à la permanence et la continuité des soins qui fait qu'on n'est pas tout à fait des commerçants comme les autres et on a un rôle un peu particulier dans la société. Voilà. Tu t'as parlé de Argos tout à l'heure, tu le mets sur le même... c'est beaucoup plus petit que IVC Evidensia évidemment, mais ça, Argos c'est juste un groupement où il y a aussi des actionnaires non veto. Alors, je n'ai pas la réponse en tête. Parce que je crois que j'ai regardé ça, et c'était quoi déjà Carrefour. Je crois que Carrefour est actionnaire. Je pense qu'au niveau de l'actionnariat des réseaux de cliniques vétérinaires, on sort un petit peu du débat, mais c'est une question d'échelle. Je pense que voilà. tu prends Argos, le jour où Argos aura suffisamment de cliniques qui va intéresser les investisseurs, et les investisseurs arriveront en fait. C'est-à-dire que si tu prends un groupe de 10 cliniques, ça m'étonnerait effectivement qu'une grande entreprise vienne investir dans un groupe de 10 cliniques. Si tu prends un groupe de 200 cliniques, ça va finir par intéresser les investisseurs. Donc voilà. Après on peut discuter de l'intérêt des groupes, mais effectivement, je pense qu'il faut mettre tous les groupes sur un pied d'égalité, puisque c'est question de niveau d'échelle. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Je pense qu'à partir du moment où il y a un investisseur non vétérinaire, on est sur le même plan, on est dans la même catégorie. Après, il y a une question d'échelle. Ça va monter en échelle, de toute façon. Hein. Mais la question qui se pose et qui les distingue quand même, c'est cette histoire des 49% de détention des parts sociales par des non vétérinaires, donc qui est la limite légale fixée pour l'instant, qui n'est pas respectée a priori donc, par un certain nombre de groupes qui sont mis en cause par l'ordre. Je ne sais pas si Argos en fait partie à ce titre. Ce que je sais, c'est que Argos fait partie du SYNGEV, donc un syndicat qui regroupe, à ma connaissance, 4 grands groupes, IVC Evidensia, Argos Vétérinaire, Anicura et Monveto. Monveto a été longtemps, à ma connaissance, mais il faudra que vous le vérifiez, sans actionnaires non vétérinaires, mais a été mis en cause par l'ordre pour d'autres problématiques relatives à l'indépendance et je crois à la question de l'exercice effectif des vétérinaires dans les structures, mais ça c'est des choses qui m'échappent un peu, et puis on n'a pas d'informations claires là-dessus, c'est des choses, encore une fois, le secret des affaires, tout ça, et c'est normal que la justice passe, et c'est à elle de trancher ces aspects-là, et je ne connais pas le détail des dossiers. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais voilà, ce que je sais, c'est qu'il appartient à ce syndicat qui est très actif et qui milite largement pour la modification du cadre légal, etc. Donc je pense qu'il se place complètement dans la même veine pour le coup que IVC Evidensia et Anicura, de ce que j'ai compris du système. Voilà. Tu as un peu rattrapé ton retard. Peut-être que Alexandre, tu veux répondre à... J'ai juste une réponse sur le fameux maillage en fait. Moi je n'ai pas d'avis sur le maillage en rural, qui je crois que se pose encore plus de problèmes, mais j'ai plus un avis et surtout une expérience de la continuité des soins, donc l'obligation que chaque vétérinaire a d'assurer la continuité de soins pour les animaux de sa clientèle. Aujourd'hui, dans mon expérience personnelle, c'est quelque chose dont les vétérinaires se désengagent. Sur la presqu'île, Saint-Nazaire, on a un certain nombre de cliniques qui n'assurent plus leur garde. Alors ils donnent une solution aux gens, c'est d'aller à Nantes, au Niris ou la clinique Atlantia. Mais quand vous êtes à Saint-Nazaire ou à Savenay, vous avez une demi-heure, 3/4 d'heure, 70 km de route. Donc aujourd'hui, la profession, petit à petit, se désengage de ça. Et je dirais, à ce jour, les groupes n'ont rien à voir là-dedans. En fait. Puisque ce sont des vétérinaires dits indépendants qui, du jour au lendemain, décident d'arrêter d'assurer leur garde eux-mêmes. Donc nous, on est en train de le perdre, ce maillage. Et là où je te rejoins, c'est que je pense que les groupes n'ont absolument rien à voir dans le maillage, du moins dans mon expérience. C'est-à-dire que pour que les groupes puissent assurer ce maillage, il faudrait qu'ils aient suffisamment de cliniques dans un espace géographique. Je prends le mien, la Loire-Atlantique ou autour de Saint-Nazaire. Pour qu'on puisse organiser un système de garde au travers du groupe, il faudrait qu'ils aient 3, 4, 5 cliniques dans une même zone géographique, ce qui n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, la continuité de soins, on l'assure nous-mêmes. On s'est débrouillé avec d'autres cliniques autour de nous pour le faire, mais force est de constater que ces 2 dernières années, on a un certain nombre de confrères qui se sont désengagés de ça, et donc ça rejaillit sur les cliniques qui continuent de l'assurer. Voilà, ça c'est une constatation, et les groupes
à ce jour, n'ont vraiment rien à voir là-dedans. Voilà, c'est une constatation de terrain, en fait, on va dire. Après, je ne connais pas la situation rurale. Là, pour le coup, je suis totalement incompétent là-dedans. Je ne peux pas non plus en parler en détail, parce que je ne suis pas encore vétérinaire. Je connais que un ou deux coins de France pour y avoir fait beaucoup de stages et autres. Mais je pense que la problématique, elle est sensiblement identique, peut-être différente dans des zones en voie de désertification ou autre. Plus problématique, vu le travail. Mais... je pense que quand même il peut y avoir un sujet par rapport à ce que je disais de cette fragilité qui peut soudainement amputer d'un grand nombre de cliniques le territoire au global. Et en plus de ça, c'est vrai que par contre je te rejoins complètement sur le constat qui est de dire les vétérinaires, et qu'ils soient indépendants ou pas, c'est sans doute pas la question de prime abord, se désengagent pour certains du fait de réaliser leur PCS. Après je crois aussi quand même que l'ordre prend le sujet au sérieux et qu'il y a pas mal de zones où il met en cause des vétérinaires pour ne pas assurer leur PCS, plus ou moins sévèrement peut-être selon les conseils régionaux, etc. Ça te fait sourire, Alexandre, je pense que c'est que t'es pas d'accord avec ça. Non, là, l'expérience qu'on en a, c'est qu'à partir du moment où effectivement le vétérinaire donne une solution plus ou moins acceptable, mais c'est la notion d'acceptable qui est floue. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu habites Saint-Nazaire, donner la solution d'aller à Nantes à 10h du soir pour ton chat qui est bouché, c'est une solution. Est-ce qu'elle est acceptable voilà. Et là-dessus, c'est des choses dont l'ordre est averti et on n'a pas beaucoup de réactions de ce côté-là. Enfin, on n'est pas là pour mettre en cause l'ordre, je crois. Non, je parle pas. Je parle pas pour eux, mais j'ai eu des échanges avec des conseillers qui avaient l'air de dire quand même de prendre ça plus à qu'ils prenaient ça à cœur. Je pense que ça dépend du niveau auquel ils sont concernés, forcément. Oui, sans doute. D'ailleurs, pour parler un peu d'autre chose, avec Clara, on se posait la question, en fait, c'est vrai que lorsqu'on va sur le site internet, par exemple de ta clinique, Alexandre, on ne sait pas en fait qu'elle appartient à IVC Evidensia. Bon, peut-être Lucas, vu que tu as un petit peu de retard dans le timing, est-ce que toi tu as quelque chose à ajouter sur peut-être ce souci de transparence? C'est vrai que c'est entre guillemets une problématique. Après, ça sera au consommateur peut-être de dire si, consommateur avec des guillemets bien sûr, de dire si il a le souhait de savoir à qui il a affaire. Mais moi je crois que justement là il ne le sait pas. Je crois qu'effectivement c'est un vrai sujet, et pour moi l'ordre, déjà pour des questions pratiques, quand on parle de ce sujet c'est difficile d'avoir des données. Et puis en plus de ça, l'ordre est censé garantir une forme de transparence et autres. Et actuellement ça pose problème, mais ça pose problème aussi parce que certaines cliniques sont mises en cause par l'ordre. Si tout était parfaitement limpide et qu'ils respectaient leur statut, finalement il n'y a sans doute rien qui justifie qu'on sache exactement qui investit dans la clinique. C'est de la même façon qu'on ne demande pas à son vétérinaire combien de pourcents du capital il détient et à quelle hauteur il est actionnaire majoritaire ou pas de la clinique. Mais c'est vrai que ça pose question, moi ça me pose question quand on me dit que Nestlé est dans la clinique, ou si demain on me disait que des grosses sociétés, Bigard ou autres, venaient investir dans des cliniques de rural. Ça interroge, mais c'est pas prévu forcément aujourd'hui, parce que déjà il y a une situation de flou sur qui a droit d'être actionnaire ou pas. Pour moi, il n'y a pas de flou, mais en tout cas, force est de constater que la situation n'est pas clarifiée encore par le Conseil d'État. Pourtant, il y a une législation à ce sujet. Donc pourquoi il y a un flou Parce qu'il y a, selon moi, mais c'est mon interprétation, un choix qui a été fait par les groupes pour s'implanter, de passer un peu en force, de mettre le pied dans la porte et de dire on est là et on va peut-être s'arranger entre guillemets avec la législation existante. En dépassant le 49% qui était un petit peu la ligne rouge fixée par la réglementation, en étant actionnaire à plus haut niveau, ou en dissociant, alors ça c'est des notions qui sont un peu difficiles à aborder, mais en dissociant le droit de percevoir des dividendes du droit à prendre des décisions dans la structure. Ça c'est des notions qui sont complexes et qui font partie, je crois, des mises en cause de l'ordre. Et parce que selon lui, c'est de nature à interférer avec l'indépendance des vétérinaires.
Voilà, moi je crois que quand on n'est plus maître de son investissement, on est de fait plus maître de tout ce qu'on fait. Mais peut-être Alexandre pourra répondre là-dessus. C'est vrai que tout à l'heure on parlait de matériel ou de choix des médicaments. Je ne sais pas comment ça se passe pour acheter un échographe par exemple. Si toi tu estimes que cet échographe est adapté, mais que Evidensia dit oui mais attends, on a quand même des partenariats avec tel ou tel fabricant, tu vas plutôt prendre cet échographe-là, je ne sais pas comment ça se passe. Mais moi, c'est des choses qui me font peur parce que je me dis, je veux pouvoir choisir mon échographe. Et j'avais, pas plus tard qu'hier soir, je discutais avec un vétérinaire qui a rencontré des groupes et qui se pose ce type de questions. Et il me disait qu'on ne lui avait pas clairement garanti qu'il pourrait garder ça. Mais c'est sans doute variable selon les groupes et autres, donc il ne faut pas faire de procès d'intention. Mais si vous voulez, ce qui m'interroge, moi, c'est qu'on nous parle beaucoup de cette variabilité, de dire oui, mais tous les groupes ne se valent pas, etc. Mais il n'y a rien qui, aujourd'hui, dans la loi, à ma connaissance, permet de figer ce genre d'éléments et de dire non mais c'est sûr, tu resteras toujours en mesure de décider quel échographe tu prendras, etc. Et en même temps, on se dit, j'en viens à me dire, faut aussi se mettre à la place de l'investisseur. Il investit, il est propriétaire, de quel droit on lui dirait où il doit mettre ses sous il y a une vraie ambiguïté, quoi. Donc c'est pour ça que pour moi, il ne fallait pas laisser ces investisseurs rentrer dans la place. Parce qu'une fois qu'ils ont investi, c'est aussi leur outil de production, ils ont investi. Et moi, ça me pose problème, ça me pose question. Alors du coup, il y a beaucoup de sujets là. Du coup. Alors, je vais essayer de tout souvenir. Je vais repartir du début. Le fait qu'effectivement, sur notre site internet, on ne communique pas sur le fait qu'on fasse partie d'un groupe, et en particulier d'Evidensia. Evidensia n'est pas une marque. Il y a d'autres groupes qui mettent en avant une unité de marque. Alors, je ne sais pas si Monveto ou Argos, où il y a une unité de design de la clinique, de design du site internet, Argos, voilà, par exemple. Ouais. C'est pas du tout la philosophie d'Evidensia. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le client n'est pas informé que la clinique appartient à Evidensia, parce que le client, c'est pas le client d'Evidensia. Le client, c'est mon client à moi. Okay. C'est avec son chien, c'est le client que je connais depuis 20 ans. Maintenant, je soigne le chat de la maman, le chien de la fille, les petits-enfants, etc., etc. Donc, y a pas, on n'a pas voulu mettre en avant cela parce que, pour nous, c'est pas un sujet. Le client, c'est le client de la clinique vétérinaire Maréchal et Louis. C'est pas le client d'IVC Evidensia. Maintenant, si les gens nous interrogent sur le fait de savoir si on fait partie d'un groupe, on leur dira honnêtement, oui, on fait partie d'un groupe. On pourra discuter de pourquoi on a rejoint ce groupe, mais à la base, ils ne sont pas clients d'Evidensia et ils sont clients de notre structure. Et ça, c'est quelque chose qui a été mis en avant par Evidensia dès qu'on les a rejoints. Au fur et à mesure de nos discussions, j'avais cette idée-là de se dire, je pense que de l'extérieur, on voit un petit peu effectivement comme si Evidensia créait des cliniques un petit peu partout et ils mettaient des gens pour travailler comme une franchise un petit peu. Et nous, on a vu les choses dans l'ordre inverse. C'est-à-dire qu'Evidensia est intéressé et il vient chercher des cliniques, des professionnels, des vétérinaires locaux. Et dans ce cas-là, ce n'est pas la clinique d'Evidensia, ça reste la clinique des docteurs Maréchal et Louis, et on garde notre clientèle. C'était la réponse par rapport au fait que ça n'apparaisse pas sur notre site. Ensuite, pour le choix des matériels, des médicaments ou ce genre de choses. Moi, j'estime qu'on n'a jamais été indépendant sur le choix, en particulier des médicaments. Vous verrez aussi, quand vous verrez les délégués commerciaux, les représentants défiler dans votre clinique, ils sont formés pour ça, et ils savent vous embobiner, on est très, finalement, quand on se retourne là sur 20 ans de pratique, on s'aperçoit qu'on est très peu indépendant finalement sur le choix de nos produits, parce que, je prends un exemple que vous connaissez peut-être pas, il y a quelques années, sorti le Frontline en pipette. Vous avez déjà entendu parler du Frontline en pipette. C'était le produit en pipette, le produit le plus efficace contre les virus. Et là, si vous n'aviez pas le Frontline en pipette dans votre clinique, vous étiez le dernier des vétérinaires, les gens partaient de chez vous pour aller l'acheter chez le pharmacien, chez le vétérinaire d'en face, ce genre de choses. Donc le laboratoire arrivait en terrain conquis, et il vous vendait ce qu'il avait envie de vous vendre, avec les remises qu'il voulait, les quantités qu'il voulait, il y mettait les conditions qu'il voulait, et vous aviez juste à dire d'accord. Ok, je suis d'accord, je suis content de faire ça. Donc, et ça s'est reproduit pour différents produits au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, le marché est un petit peu différent. Aujourd'hui, tous les labos ont tous les produits. Ils ont tous un anti-inflammatoire, un comprimé anti-puce, ceci, cela. Et donc,
entre Elanco, Boehringer, je veux dire, les produits ne se différencient plus vraiment. Et donc, la seule chose qui différenciait, c'était les conditions commerciales. Et les conditions commerciales, c'était le labo qui les fixait. Si vous aviez une grosse structure, vous aviez des bonnes conditions. Si vous étiez petit, vous n'aviez pas de bonnes conditions. Et puis, vous n'aviez rien à dire. Donc, notre indépendance là-dessus, moi, je trouve qu'elle n'a jamais été formidable. En fait. D'ailleurs, très tôt, la profession a essayé de se grouper en GIE pour contrecarrer ça. Avant les groupes, en fait. Hein. Donc, notre indépendance là-dessus... elle est pas, moi je trouve qu'elle n'a jamais été très importante. Et aujourd'hui, comment ça se passe ? Clairement, Evidensia négocie des conditions commerciales. Pour nous, c'est l'un de leurs travails, mais c'est nous qui passons les commandes tous les jours à la centrale, en fait. Donc, s'il y a un produit, on ne veut pas le faire, on ne le fait pas. Et puis, voilà, moi, ça fait 2 ans et demi qu'on fait partie d'un groupe, mais jamais personne qui m'a appelé pour me dire « Attention, pourquoi t'achètes ça ? Pourquoi t'achètes ça ? Pourquoi t'achètes ça ?» Et je pense qu'ils le feront, enfin, j'estime qu'ils le feront jamais. Le jour où ils le feront, peut-être qu'il faudra qu'ils trouvent quelqu'un d'autre pour travailler pour eux. Mais voilà, aujourd'hui, il y a des recommandations et des conditions commerciales qui sont négociées, mais personne ne nous oblige à rien. Si on a l'habitude et si on a le souhait de travailler avec un produit, on continue de le commander comme on veut, puisque c'est nous, tous les jours, qui passons nos commandes. On est vraiment maître de ça. Ensuite, pour le matériel, tel échographe ou télégographe, pour reprendre cet exemple-là, là, je pense que c'est effectivement un petit peu le même argument. Je pense qu'on s'est beaucoup fait embobiner pendant des années et des années par les technico-commerciales qui savaient nous vendre le produit qu'il fallait, ou... vous connaîtrez ça aussi, qui rétribuait les leaders d'opinion, à savoir le plus grand échographiste de France, spécialiste en cardiologie, qui a cet échographe-là, et qui en faisait la publicité, etc. etc. et vous finissiez par acheter cet échographe-là. Donc, bon, cette indépendance là-dessus, moi, elle ne me pose pas de problème, parce que à capacité technique égale, que j'ai l'échographe A ou l'échographe B, si ça répond à mes demandes techniques, honnêtement, ce n'est pas un souci pour moi au jour le jour. Il se trouve que là, dernièrement, on va réaliser 2 investissements, le changement de tous nos analyseurs et le rachat d'un appareil d'anesthésie gazeuse. Moi, la seule chose que j'ai transmise à Evidensia, c'est les devis qui m'intéressaient. On n'a pas parlé de quel appareil il fallait acheter. Moi, j'ai transmis les devis pour commande, en fait. On a discuté de l'investissement, ils m'ont posé des questions sur pourquoi je voulais faire cet investissement, qu'est-ce que ça allait m'apporter ou ce genre de choses, mais ils ne m'ont pas dit « Attends, arrête avec celui-là, va plutôt voir celui-là ». Voilà aujourd'hui ce qu'est mon expérience d'investissement avec Evidensia. Est-ce que tu veux... Ouais, je veux bien répondre à ça. Le premier point que Alexandre évoquait, c'était le fait que des GIE existent depuis longtemps, qu'il y a ce côté où on a toujours été quand même par cette position entre le commercial, le commerçant pardon, et le vétérinaire, la personne de soins, de référence, etc., le scientifique. On a toujours une position un peu ambiguë de se dire, bah oui, mais il faut quand même avoir une rentabilité, assurer la rentabilité de ma structure, aussi pour proposer des soins de qualité, quoi. L'un ne va pas sans l'autre. Mais les GIE, certes, négocient les prix et autres. Ils disent qu'ils ont une communication interne qui dit ces produits-là, on arrive à avoir des remises de fin d'année qui sont importantes. Ceux-là, on en a moins, donc on a une incitation de fait à acheter, parce que c'est l'intérêt d'un GIE, des produits, et à commander des produits qui font l'objet de remises importantes. Mais la différence que j'y vois, moi, c'est que le GIE, on est adhérent du GIE, et donc on n'est pas prisonnier du GIE. Si demain le GIE ne fait plus tel médicament ou a des conditions qui ne nous intéressent plus, on est libre d'en partir. Quand on est IVC Evidensia, pour ce que j'en comprends, on est contraint on est dans le GIE nous possède entre guillemets. Et donc, ou en tout cas l'entreprise qui possède le GIE détient la clinique, ou une partie de la clinique. Les choses sont évidemment plus subtiles, mais c'est cette différence-là, moi, que je vois d'un premier niveau. Et après, quand Alexandre dit qu'il pense qu'ils n'exerceront jamais de pression pour l'inciter à commander des médicaments, et que s'ils étaient amenés à le faire, ça serait, et c'est bien logique, et moi, ça me rassure quelque part, s'ils étaient amenés à le faire, ça ne conviendrait pas à Alexandre, et il leur dirait d'aller voir ailleurs et d'employer quelqu'un d'autre pour faire ce travail-là. Moi, je crains quand même que ça finisse par arriver, parce que aujourd'hui on est dans cette situation où le vétérinaire
salarié ou collaborateur libéral a une position de force parce que le recrutement, il y a une tension sur le recrutement. Mais si cette tension vient à s'inverser, comme ça a été le cas par le passé, les conditions salariales, mais ça c'est un autre sujet, peuvent être mauvaises. Et surtout, on peut imposer plus facilement aux vétérinaires certaines choses. Et puis au-delà de ça, quand on est jeune, prisonnier entre guillemets d'un secteur géographique parce que le conquis a un conjoint ou des enfants à s'occuper dans la zone ou des parents, ne va pas forcément être totalement libre de travailler dans un groupe ou pas et pourrait être amené à s'accommoder d'une forme de pression sur le choix de ses médicaments, de ses équipements. Moi c'est un peu ça qui me fait peur et j'entends parfaitement qu'à l'heure actuelle c'est sans doute pas le cas, en tout cas pas pour Alexandre avec IVC et Evidensia. Mais j'estime qu'il n'y a pas de garantie que ça ne le devienne pas si le fonds de pension d'IVC Evidensia change, si les conditions sur la tension de recrutement des vétérinaires sont amenées à évoluer, et moi je crois que ça sera le cas. Donc c'est toutes ces questions-là. Et puis enfin sur l'échographe, vous m'arrêtez si j'ai pas le temps. Vas-y. D'accord. Sur l'échographe, un des vétérinaires avec qui, parce que je discute de ce sujet avec pas mal de gens, et c'est toujours très enrichissant comme là ce soir, avec qui je discutais hier, il me disait oui, certes, peut-être qu'IVC Evidensia va me dire oui, au niveau technique, cet échographe correspond parfaitement à ton attente, et peut-être plus que celui-ci, mais lui, il va être habitué à travailler avec un fournisseur de matériel médical. Il peut connaître le représentant, être habitué à avoir des contacts téléphoniques réguliers avec le service après-vente ou que sais-je encore. Et c'est un petit peu toutes ces choses moins tangibles, moins facilement tangibles pour le financier qui va faire des recommandations, ou même le technicien qui va faire des recommandations pertinentes au plan technique pour le vétérinaire. Il ne va pas forcément avoir en tête ces éléments-là, où il ne va pas avoir d'intérêt à les valoriser et à dire bah oui, cet échographe il est 5000 plus cher, mais le service après-vente tu nous dis que ça marche bien, etc. Donc ces choses-là à l'heure actuelle, peut-être encore une fois, ça pose pas de problème, mais il n'y a rien qui permet dans la loi de faire la différence entre le bon et le mauvais chasseur, quoi, finalement, si je prends une image un peu triviale. Et donc, quelle garantie on a qu'à l'avenir ces bonnes volontés finalement s'effaceront pas au fur et à mesure? À mon sens, il n'y en a aucune. Voilà, c'est ça, mais c'est là-dessus que reposent essentiellement mes craintes. Et qu'un jour, on puisse dire, écoute, à la fin de l'année, on constate que tu n'as pas beaucoup prescrit ce médicament-là, pourtant il était plutôt recommandé parce qu'il rapporte plus de remises de fin d'année. C'est un peu problématique. Et peut-être qu'on peut faire comprendre de manière extrêmement intangible, sans laisser d'écrit, sans rien, que par contre ta rémunération de fin d'année elle va pas augmenter, ton avancement dans la structure, c'est peut-être pas pour tout de suite, t'es pas encore prêt, etc. parce que t'es pas rentable. Et je dis pas que ça peut pas exister d'ailleurs chez des indépendants, mais j'ai peur que dans des groupes ce soit plus facile à un petit peu inscrire dans le fonctionnement normal de la structure, institutionnaliser finalement ce genre de pratique de rationalisation à l'extrême et qui viendrait altérer, à grignoter petit à petit l'indépendance des vétérinaires. C'est ça ma crainte à moi. En parlant d'avenir, c'est vrai que là on commence à avoir un podcast assez long et donc du coup très rapidement, j'aurais bien voulu connaître ton avis Lucas sur le lien. Est-ce que tu fais un lien entre l'évolution justement assez grandissante de ces rachats de cliniques et l'ouverture d'une école privée veto en France? Bon, sans ouvrir un nouveau débat, et en faisant assez concis, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, parce que je trouve qu'on a plutôt bien fait le tour du sujet, et que cette question, elle s'ouvre un peu en bonus, quoi. Mais voilà, est-ce que tu fais un lien dans cette privatisation de cette nouvelle école veto et les rachats de cliniques dans le paysage de la profession? De prime abord, je suis pas je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il y a un lien de fait entre monsieur Govard ou quel autre président de groupe et l'école veto privée qui vient de se fonder. Ça, oui, c'est pas des choses qui me paraissent pertinentes. Voilà. Mais on peut faire un lien plus global finalement sur une forme de crainte globale de la profession qui serait un peu aux abois par rapport à la tension qui est majeure, il faut le reconnaître, et qui est un vrai problème pour notamment les vétos qui partent en retraite, sur le recrutement d'une part, et puis sur
cette question des départs en retraite et des sessions de clinique, sur la possibilité de trouver un repreneur. On a une profession qui est un peu aux abois sur ces questions. Et tu as l'air d'accord avec ça, Alexandre? Sur le fait qu'on soit aux abois sur ces questions-là, oui. Voilà, ça fait 6 mois, plus de 6 mois que je le subis, donc oui, vas-y, je te laisse terminer. Non, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà, là-dessus, il y a un constat qui est clair, quoi. Il y a une vraie problématique. Moi, les gens chez qui j'ai fait mon remplat ont cette problématique-là aussi. Donc, il y a avec des gens qui ont parfois plus de 60 ans, qui n'ont pas trouvé de repreneur ou qui, du coup, se sont tournés vers des groupes. Donc, ces problématiques-là, elles sont réelles. Et pour y répondre, je pense qu'il y a eu un manque d'anticipation des pouvoirs publics ou une volonté de se désengager parce que le public, c'est plus à la mode. Investir de la part de l'État, c'est plus à la mode. Et donc on s'est dit, on a laissé couler un petit peu les choses et il y a aujourd'hui une pénurie. Et les vétérinaires demandent instamment une réponse. Et donc j'ai l'impression que les pouvoirs publics sont un petit peu prêts à tout accepter pour fournir une réponse à ça. Donc c'est un petit peu le cas de l'école vétérinaire privée. Après, le lien avec les groupes, il est quand même plus ténu. Mais on retrouve cette rhétorique chez les groupes de dire qu'il y a une réponse au maillage, au problème du maillage, etc. Et moi, on peut s'accorder sur ces constats-là, mais dire qu'il y a une réponse d'apporter par les groupes, je crois qu'on en parlait tout à l'heure, ça ne me paraît pas tangible du tout, quoi. Et voilà, donc c'est en ça qu'on peut peut-être faire un lien. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un enjeu qui est majeur, c'est la capacité des groupes et des indépendants en face à aller capter les étudiants vétérinaires, qui soient étudiants à l'étranger, étudiants des écoles nationales vétérinaires françaises, donc les 4 NVF, et puis de la nouvelle école de Rouen. Et ça, c'est quelque chose qui préoccupe tout le monde, et une question sur laquelle les groupes, à ma connaissance, se penchent comme les autres. Hein. Voilà. Je te laisse mettre ton chrono. Nous, on subit ça de plein fouet depuis 6 mois. On a une consoeur qui est partie et au lieu d'être 5 vétos, on est 4 donc depuis 6 mois, donc avec une charge de travail augmentée en termes de jours travaillés, de garde, etc. Donc on n'a pas de CV. On a reçu en tout et pour tout depuis 6 mois 5 ou 6 CV de personnes qui ont 40 propositions de travail. Donc là, on est dans une pénurie complète de main-d'œuvre. Hein. Donc effectivement, je ne sais pas si la réponse c'est une école privée, augmenter le numerus clausus, ou je ne sais pas, mais clairement, nous, on se demande chaque jour où vont les étudiants qui sortent de l'école. Je ne sais pas où ils sont, mais ils viennent chez nous, on les accueille les bras ouverts. Il n'y a pas de souci, on est au bord de la mer, tout ça, il n'y a pas de problème, venez chez nous. Donc je ne sais pas où sont les étudiants. Tu parlais aussi du rachat de cliniques, et moi j'irais au-delà, c'est où sont les vétérinaires qui veulent racheter des cliniques, parce que nous, l'expérience qu'on a aujourd'hui, des confrères et des consoeurs qu'on a pu avoir en stage chez nous, c'est que c'est bien loin des préoccupations des jeunes vétérinaires aujourd'hui. C'est vrai que moi, quand je suis sorti de l'école, le grand argument pour recruter quelqu'un, c'était ALD en vue d'association, c'est-à-dire aide longue durée en vue d'association. On cherchait tous à s'associer. Aujourd'hui, moi quand j'en discute avec nos salariés, alors là, mais pas du tout quelque chose qu'ils envisagent de s'associer, de prendre des responsabilités dans la clinique ou ce genre de choses. Donc c'est un vrai... je ne sais pas quelle est la réponse, hein, là je ne suis pas forcément compétent, mais c'est une vraie inquiétude dans la pratique de tous les jours, pour les confrères plus anciens aussi. Voilà, il y a un vrai sujet de ce côté-là. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça, ou sinon on continue? Je pense que c'est un vrai sujet. Je ne crois pas que les groupes à ce titre-là apportent de réponse. En tout cas, moi, je ne l'ai pas constaté dans les témoignages que j'ai pu recueillir. Mais voilà, ça reste à démontrer. C'est sans doute difficile à démontrer d'ailleurs. Et je pense que la volonté d'être indépendant, elle est aussi... moi, j'ai cette volonté-là. C'est un peu chevillé au corps. Des parents qui étaient commerçants, être maître de mon destin, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont cette fibre-là chez les vétérinaires. En tout cas, je suis persuadé qu'on en a les capacités, et c'est aussi le débat que j'essaye d'avoir avec des gens de ma promotion, ou des promotions dans le sous, peu importe, de dire que je pense qu'il y a une place à prendre en tant que vétérinaire libéral, indépendant, associé,
ou même solitaire, pour ceux dont c'est la façon de voir les choses. Et je crois que voilà, il y a une place au soleil à se faire quand on veut être indépendant, et je pense pas que les groupes soient la réponse à tous nos problèmes. Je pense qu'on peut s'aider de beaucoup de fonctions support qui sont accessibles autrement qu'au travers des groupes à actionnaires non vétérinaires. Et donc c'est un petit peu, moi, une de mes batailles, de parler de ces choses-là entre nous et de se motiver entre nous à se dire, en fait, si, on a aussi cette fibre-là en nous, on a les capacités pour réussir ces défis-là, pour les relever et essayer de les relever. Et donc je crois que c'est un sujet qui est important, mais c'est indéniable qu'il n'y a pas le même engouement que par le passé. Mais je crois aussi qu'à force de nous dire qu'il n'y a pas le même engouement et à nous présenter le fait d'être vétérinaire indépendant comme un sacerdoce où on a un mal de chien à trouver des salariés, etc., ça crée un effet paradoxal qui est de complètement rebuter les jeunes à vouloir s'associer. Donc moi je pense qu'il faut aussi véhiculer du positif. Super. Je crois qu'on finit, si un jour on a été en désaccord, là on finit par être en accord. Effectivement, là je suis vraiment d'accord avec toi, c'est que je ne pense pas que les groupes sont la réponse à tous les problèmes, mais ne sont pas non plus la cause de tous les problèmes. C'est-à-dire que je pense effectivement que c'est un mode d'exercice différent, pas forcément dans l'exercice de tous les jours, mais peut-être dans la façon dont on pense son travail, mais ça correspond forcément à la sensibilité d'un certain nombre de vétérinaires, mais pas tous. Et je ne pense pas que ce soit la volonté des groupes de posséder toutes les cliniques vétérinaires de France, mais je pense que c'est un mode d'exercice qui a ses avantages. Alors, encore une fois, je ne parle pas de l'actionnariat ou ce genre de choses, je parle là vraiment de la pratique, de la vie en tant que vétérinaire au jour le jour. Voilà, c'est un mode de travail. Moi, ayant connu les deux, je peux en parler. C'est un mode de travail qui est pas différent dans notre travail de vétérinaire, différent certainement dans la façon d'appréhender tout ce qu'il y a autour, mais qui est une certaine réponse au problème de la profession, clairement. Au final, moi, d'un point de vue extérieur, ce que je retiens de votre discussion, c'est que on a tous des profils différents en tant que vétérinaire et qu'au final, il n'y a pas les mêmes choses qui vont nous convenir. Il va y avoir des avantages à être en groupe, il peut y avoir des avantages à être indépendant. Et au final, ça dépend comment on voit ça, mais les deux sont possibles. Les deux sont possibles et on peut s'y investir et partir sur cette voie-là. Mais c'est pas... Voilà, ça aura... Oui, désolé, il n'y a pas de chrono pour moi non plus. Mais c'est vachement intéressant d'avoir les deux points de vue et d'avoir les deux types de profils aussi. Ouais. Et je trouve que vos deux dernières réponses font une très bonne conclusion. Ouais. Je sais pas si si vous voulez rajouter quelque chose chacun. Moi, je pense qu'on a fait le tour. En termes de chrono, on est à peu près semblable, ça va. Oui, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir accepté déjà de venir débattre, discuter ce soir. Et merci pour cet échange. C'était très intéressant. Je pense que ça a dû éclairer beaucoup de gens, j'espère. Parfait. Merci beaucoup à toutes les Merci à tous. Écoutez, du coup, on signe la fin de cet épisode débat et merci à Socioniris. Et merci à vous, surtout aux invités, d'avoir participé à ce débat.